Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Kamara Rachidatou, je travaille avec l'équipe de prise en charge des cas à la région africaine de l'OMS. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants qui nous rejoignent dans le cadre de ce webinaire concernant la prise en charge de la variole du singe chez les personnes particulières, notamment les femmes enceintes et les enfants. Nous avons des experts qui vont nous présenter un exposé sur la prise en charge de ce groupe de personnes. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions, premièrement, prendre connaissance de la diapositive qui nous présente les informations pratiques. Il est important pour nous de comprendre que cette réunion virtuelle est conforme au code de conduite de l'OMS lié au harcèlement. Et ce webinaire est organisé par l'OMS et le CDC Afrique. Les services d'interprétation sont fournis en anglais, en français et en portugais. Et s'il vous plaît, veuillez cliquer sur l'onglet Interprétation que vous voyez à l'écran pour sélectionner votre langue de préférence. Donc, voici le bouton Interprétation qui est encerclé en rouge à l'écran. Nous avons également l'onglet Questions-réponses et je vous encourage tous à écrire vos questions dans cet onglet-là et nous allons y apporter des réponses, le cas échéant. Nous avons également la boîte à discussion où vous pouvez envoyer des informations d'ordre général. Si l'interprétation ne fonctionne pas, s'il vous plaît, écrivez dans la boîte à discussion et ce problème sera résolu efficacement. Donc, comme je l'ai indiqué, vous pouvez utiliser la boîte à discussion pour toute question liée à la logistique, à l'informatique et également, vous allez demander votre attestation de participation à travers cet onglet. Cette session est enregistrée et une attestation de participation vous sera délivrée. Nous bénéficions de l'appui de Project Echo et pour tous les programmes, notamment l'enregistrement, la participation, les questions-réponses, les commentaires, les chats, tout cela sera transmis à l'OMS et nous allons nous appuyer sur tout cela. Et ces données peuvent être utilisées pour diverses raisons. Donc, voici l'ordre du jour. Voilà les différents points que nous allons couvrir. Donc, j'ai commencé par les règles de base. Par la suite, nous aurons le mot de bienvenue qui sera prononcé par le docteur Jerry Jonas. Après cela, nous aurons la mise à jour par Adora. Ensuite, nous allons passer à la prise en charge de la mpox chez les enfants. Vous allez écouter le docteur Carmel Walemba. Et après, nous allons écouter un exposé sur la prise en charge des enfants par le docteur Hans. Nous allons écouter également la prise en charge chez les femmes enceintes par le docteur Sikoti. Ensuite, nous allons avoir une session de questions-réponses qui va durer 15 minutes et nous avons comme intervenants tous les intervenants. Et si vous avez des questions liées aux questions ou aux thématiques qui seront abordées, veuillez utiliser l'onglet questions-réponses et inscrivez vos questions. Et comme je l'ai indiqué, les questions vous seront données par les panélistes. La session de questions-réponses, qui va durer 15 minutes, sera modérée par le docteur Judith. Et donc, vous pourrez également activer vos microphones pour poser vos questions en direct. Si vous ne le faites pas et vous avez des questions, veuillez les poser à travers l'onglet questions-réponses. Et les panélistes pourront répondre à vos questions orales comme écrites. Ceci dit, je voudrais présenter le docteur Jerry Jonas Bacha, qui est gestionnaire des incidents, responsable de l'équipe de gestion des incidents chargée de la mpox au bureau africain de l'OMS. Alors, nous donnons la parole au docteur Jerry Jonas Mbacha sans plus tarder. Merci infiniment, docteur Achidatou, pour la chaleur de vos propos de bienvenue.
Permettez-moi également de saisir cette opportunité pour remercier tous les participants ainsi que les organisateurs de nous donner cette opportunité d'échanger dans le contexte de la lutte contre la variole du singe. C'est un plaisir, une fois encore, d'accueillir tout le monde. Et je vois ici des collègues, des partenaires, des travailleurs de santé qui sont sur le terrain, dont le personnel de santé qui est sur la ligne de front et qui prend en charge des patients atteints de la Mpox, et ce au quotidien. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe de l'OMS et à celle du CDC Afrique, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration pour apporter un appui aux différents pays confrontés à cette flambée. Comme nous le savons, depuis la flambée, nous avons été confrontés à de nombreux défis dans la prise en charge de cette maladie, en particulier au sein des populations vulnérables, qui, euh, au rang desquelles les enfants, les adolescents et les femmes enceintes, et sans oublier les femmes qui allaitent. Et ces groupes de personnes sont particulièrement à risque parce qu'elles sont exposées à cette maladie et peuvent faire des complications, peuvent connaître des complications, j'allais dire. Donc, en tant que personnel de santé, il nous a été parfois difficile de savoir comment nous pouvions adopter des mesures de prévention, de détection et comment prendre en charge la maladie lorsqu'elle a été détectée. Donc, je suis tout à fait persuadé que la session qui s'ouvre va nous permettre d'identifier des voies et moyens d'autonomiser et de renforcer les compétences du personnel de santé qui prend en charge au quotidien les patients qui présentent les symptômes de cette maladie. Et nous allons mettre un accent particulier sur les populations vulnérables. Je demeure persuadé que nous allons avoir une sorte de comité de pratique et à travers cette communauté, nous allons partager des expériences ainsi que des informations pertinentes au regard du florilège d'experts que nous avons dans ce webinaire. Je voudrais une fois encore saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à nos collègues experts et partenaires. Je vois des collègues des CHU qui sont connectés, je vois des collègues des autres institutions et je remercie tous ceux qui ont accepté d'être des intervenants dans ce webinaire. Merci pour l'expertise que vous allez partager avec nous. Cette expertise sera à coup sûr bénéfique à tous les participants de cette session. Une fois encore, je voudrais saluer le partenariat actif que nous avons avec tous les acteurs. Et comme je l'ai dit, nous avons conçu ce webinaire avec le CDC Afrique et à qui nous disons merci, sans oublier les partenaires qui nous aident à lutter contre la Mpox dans la région africaine. À travers les échanges que nous aurons, les informations que nous allons recueillir auprès des experts qui vont intervenir aujourd'hui, nous pourrons améliorer la lutte contre la Mpox. Merci infiniment à toute l'équipe et à tous les participants et je vous souhaite plein succès dans les travaux qui vont s'ouvrir d'un moment à l'autre. Merci infiniment. Merci infiniment, Dr. Jonah, pour ce mot liminaire introductif. Et nous avons rencontré de nombreux défis et nous allons continuer de rencontrer des défis au fil des flambées. Et aujourd'hui, nous connaissons le nombre de pays affectés et le personnel de santé, convient-il de relever, est également infecté et les défis demeurent
énorme. Et la lutte contre la Mpox, la Mpox a été limitée à quelques régions, à quelques pays de la région, mais il y a d'autres flambées qui se déclarent et la prise en charge est difficile, surtout en ce qui concerne les populations particulières, dont les panélistes vont nous dire comment est-ce que la prise en charge de la Mpox se fait dans leurs différents pays. Avant de donner la parole à Dora pour une mise à jour, je voudrais dire à nos panélistes que nous serons très stricts en ce qui concerne la gestion du temps. En haut de l'écran, nous aurons un minuteur qui va vous indiquer le temps qui vous est imparti et vous allez vous en tenir à ce temps-là. Vous n'allez pas pouvoir le dépasser. Une fois encore, je vous remercie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. À vous, Adora, pour la suite. Est-ce que je suis audible, mesdames et messieurs? Nous vous entendons et nous vous voyons. Bon après-midi à tous et merci de prendre part à cet important webinaire. Donc, je vais présenter la mise à jour épidémiologique de la Mpox sur le continent africain. Diapo suivant, s'il vous plaît. D'entrée de jeu, nous allons voir le résumé épidémiologique de cette première semaine de 2025. Entre les semaines épidémiologiques, c'est la première semaine, la septième semaine, nous avons eu un total de 21 231 cas de variole du singe déclarés, avec 5 221 cas confirmés. En tout, euh, le taux de mortalité est de 1,1% avec 233 décès, tandis que parmi les cas confirmés, nous avons enregistré un taux de mortalité de 0,1%, c'est-à-dire avec 3 décès cette année. 13 pays sur 22 qui ont notifié des cas de variole du singe depuis le début de la flambée sont entrés dans la phase active de la flambée, alors que 10 pays sont dans la phase de contrôle. En ce qui concerne la répartition régionale, les régions d'Afrique centrale et de l'Est sont les plus touchées et représentent près de 99% de tous les cas confirmés et 99% du nombre de cas également de décès. Nous avons la RDC, le Burundi et l'Ouganda qui sont les principaux contributeurs et représentent un pourcentage de 94% de tous les nouveaux cas. Les données soulignent la nécessité impérieuse de renforcer des mesures pour juguler la propagation. Le CDC Afrique et l'OMS continuent d'assurer le suivi et d'harmoniser les données recueillies auprès des États membres. Et les données soulignent la nécessité impérieuse de prendre des mesures dans le contexte de la santé publique. Ici, ce tableau nous présente les données sur la répartition des cas de Mpox par âge et par sexe dans les pays sur la base des données disponibles. Le nombre de cas confirmés à travers plusieurs pays est réparti par sexe et le nombre de groupes. Et nous avons également un pourcentage de cas chez les hommes et les femmes, ainsi que chez les enfants âgés de moins de 15 ans et les enfants également âgés de 15 à 19 ans. Par rapport à ces données, la plupart des pays ont une répartition égalitaire entre les sexes, avec quelques exceptions des pays comme le Libéria, le Kenya, la Zambie, le Cameroun et la RDC, où les femmes sont plus affectées. La transmission de la Mpox parmi les enfants âgés de moins de 5 et les adolescents, dont l'âge va entre 15 et 19 ans, est significatif en raison de leur vulnérabilité accrue aux maladies aux formes graves des maladies, ainsi que pour d'autres raisons. Les enfants âgés de moins de 5 ans ne sont pas plus exposés aux complications, alors que les adolescents peuvent contribuer à une contamination plus accélérée à travers le contact à l'école d'autres activités. Cela souligne la nécessité d'avoir des interventions ciblées, notamment l'éducation à la santé, la vaccination, pour pouvoir réduire les risques. Maintenant, passons à la répartition par âge, par sexe en fonction des pays, avec un ensemble particulier sur l'impact en Ouganda, en Sierra Leone et en RDC, soulignant des tendances et des défis particuliers dans ces pays. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Nous avons ici la répartition par âge et par sexe à travers les districts avec plus de 50 cas en Ouganda. Cumulativement, en 2025, ou entre 2024 et 2025, nous avons enregistré 3 381 cas confirmés de variole du singe et 23 décès. La proportion la plus élevée des cas, qui est 80%, se trouve parmi des personnes âgées entre 18 ans et 29 ans, et en particulier dans les districts qui constituent les foyers de la maladie. Pendant que les hommes représentent près de 59%, les cas représentent 43% à travers la plupart des groupes d'âge et les districts. Maintenant, à Kampala et à Wakiso, le fardeau est plus élevé, ce qui souligne la transmission urbaine dans les foyers. Les cas ont été notifiés dans les réseaux sexuels, les communautés de pêcheurs et les communautés de conducteurs de gros porteurs, ainsi que d'autres groupes, soulignant ainsi la nécessité des interventions ciblées dans ces milieux. Je vois que mon temps est arrivé à son terme. Est-ce que je peux continuer? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Très bien. Diapo suivante, s'il vous plaît. Depuis la déclaration de l'épidémie en Sierra Leone en janvier 2025, des cas confirmés de variole du singe ont été notifiés dans 8 districts, avec un nombre plus élevé dans la zone occidentale de Troncoli ainsi que dans les zones rurales. Les hommes représentent 64% de l'ensemble des cas, alors que les enfants âgés de moins de 15 ans représentent 27% des cas. Et la majorité des personnes affectées, qui constitue environ 75% du nombre total, se recrutent parmi les enfants, les commerçants et les agriculteurs. Le pays a enregistré l'infection d'un personnel de santé, ce qui souligne le risque potentiel pour les travailleurs de première ligne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Jetons un coup d'œil sur l'hétérogénéité de la répartition des cas de variole du singe en RDC par âge et par sexe. À travers cette analyse, on se rend compte qu'il n'existe pas de différences significatives en ce qui concerne la répartition par sexe dans la plupart des régions, bien qu'on a un plus grand nombre de femmes affectées dans certains groupes d'âge, en particulier dans la ville de Kinshasa. Les enfants âgés de moins de 15 ans sont les plus touchés dans les provinces endémiques où le clade 1A est particulièrement signalé. À Kinshasa également, les adultes sont les personnes les plus affectées. Nous avons perdu l'intervenante. Nous avons perdu l'intervenante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Très bien. Ce graphique nous montre la répartition des cas de variole du singe en matière de classe, justement. Nous avons un A et un B pour les enfants âgés de moins de 15 ans et les personnes âgées de plus de 15 ans en RDC. La couleur verte représente le clade 1A, alors que le rose représente le clade 1B. La répartition ici révèle que les enfants âgés de moins de 15 ans sont particulièrement affectés par le clade 1A et qui représente 93% des cas. Toutefois, dans ce groupe, le sous-groupe d'enfants âgés de moins de 5 ans représente 6,6% des personnes affectées par le clade 1B et qui, comme nous le savons, est associé au contact sexuel ainsi qu'une transmission interhumaine. Nous nous rendons compte que cette transmission est faite à travers le contact étroit avec le prestataire de soins et souligne la nécessité ou la transmission au sein de la famille, surtout chez les enfants, et nécessite des mesures dans les ménages. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous aimerions également vous présenter la comparaison entre les tendances de la rougeole et la variole du singe en RDC. Et cela est important en raison des similarités que nous observons dans les tendances de l'évolution de la rougeole et de la variole du singe. Et nous avons par exemple une province où les deux maladies sont prévalentes et le clade 1A est prévalent. En particulier, ces similarités peuvent être dues au renforcement des efforts de surveillance de la parole du singe qui pourrait également améliorer la détection
de la rougeole dans ces zones. Alternativement, cela peut résulter des similarités que nous avons dans la définition des cas des deux maladies qui pourraient entraîner de mauvais diagnostics et des retards de traitement, ce qui crée ces chevauchements entre les tendances. Nous avons également renforcé la réponse conjointe, surtout à travers l'éducation de la santé publique, la vaccination et d'autres efforts. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons ici une analyse basée sur les cas, la transmission des symptômes de mpox chez les enfants âgés de moins de 15 ans en RDC. Nous avons constaté que principalement la transmission se fait à travers le contact humain étroit, à travers le contact dans les ménages et le contact avec les animaux. Et les animaux sauvages sont impliqués. Et nous avons par exemple comme principal symptôme les démangeaisons, les éruptions cutanées, les maux de tête et la toux, sans oublier la fièvre. Les principaux défis dans la prise en charge de la variole du singe sont notamment l'accès limité du personnel de santé dans les zones rurales. Et les flambées en cours traversent les régions en Afrique, ce qui crée des tensions en ce qui concerne la prise en charge et, et les diagnostics de la mpox se font un peu plus difficilement. Nous avons également enregistré des cas de stigmatisation des personnes affectées, en particulier chez des enfants et des femmes enceintes. Et pour résoudre ce problème, nous renforçons des campagnes de sensibilisation et nous faisons sensibilisation en promouvant les stratégies de prévention telles que les mesures d'hygiène et nous priorisons la vaccination pour les groupes à haut risque. Et en ce qui concerne la prise en charge des cas, il est essentiel de mettre un accent sur la détection précoce, le diagnostic approprié et une prise en charge ou un traitement approprié. Diapo suivante, s'il vous plaît. En conclusion, la variole du singe continue d'affecter les populations vulnérables, en particulier les enfants âgés de moins de 5 ans, les adolescents, et par conséquent, la transmission au sein des ménages joue un rôle significatif dans la propagation de la maladie. Le renforcement des systèmes de surveillance est essentiel pour suivre et répondre aux cas et renforcer les interventions ciblées telles que les campagnes de santé publique et les campagnes de vaccination. Ces mesures seront essentielles pour réduire le fardeau de la variole du singe et la maîtrise de sa propagation au sein des groupes les plus affectés. Merci de votre aimable attention. Merci infiniment pour cette intervention dont la richesse n'est plus à relever. Brièvement, à titre de rappel, avant de donner la parole au docteur Hans qui doit se préparer, parce que c'est lui qui devrait intervenir juste après. Vous avez indiqué que nous avons environ 13 pays qui sont entrés dans la phase active et nous avons environ 5 pays qui ont la proportion la plus élevée chez les femmes. Nous avons notamment le Libéria, le Kenya, le Cameroun, etc. Donc, on peut-on identifier les aspects de vulnérabilité dans ces pays? Nous avons également indiqué que en RDC, les enfants représentent près de 6% du nombre total de cas et que le clade 1B est le plus répandu et c'est un clade qui est transmis par contact sexuel. Donc, le contexte que vous avez planté nous permet de nous préparer pour écouter les autres intervenants. Une fois encore, merci infiniment pour la richesse de votre exposé. Nous allons passer la parole au prochain intervenant, qui est le docteur Hans, qui va nous présenter la prise en charge de la variole du singe chez les enfants. Merci infiniment, Rachid Tatou. Je remercie les organisateurs pour avoir organisé ce webinaire et merci également aux participants. Je vais présenter une approche structurée de la prise en charge des enfants dans le contexte de l'épidémie de la variole du singe. Et l'objectif est de démontrer que nous appliquons plusieurs principes dans la prise en charge des enfants dans le contexte de la variole du singe. Nous allons vous présenter quelques spécificités et caractéristiques.
J'ai votre mal en patience, j'ai de la peine à afficher mes diapos. Ah, vous avez coupé votre micro. Voyez-vous les diapos? Oui. Alors, nous avons ici les remerciements adressés aux collègues auprès desquels je recueille souvent des conseils. Diapo suivante. Excusez-moi. Dr. Hans, nous ne vous entendons plus. Essayons d'appeler le docteur Hans. Si nous n'arrivons pas à le joindre, nous allons passer la parole au prochain intervenant. Je propose que nous passions au prochain intervenant, le docteur Carmel. Ensuite, nous reprendrons euh, l'intervenant qui n'est plus audible. Est-ce qu'on peut passer les diapositives du docteur Carmel?
Personnellement, je pense que ce qui m'a intéressé est l'utilisation du savon Mungangaka pour certains. C'est une nouvelle chose. On n'en a jamais entendu parler. Pour nous, le message essentiel est qu'il faut, il y a eu des inconsistances au niveau des hémoglobines et nous prenons aussi note du poids et de l'utilisation des antibiotiques et de bains antiseptiques pour les enfants. Aussi concernant et aussi l'encouragement de l'allaitement. Merci infiniment. Cela nous donne une vue d'ensemble sur la prise en charge de la variole du singe chez le nouveau-né. Et ça, sûrement qu'il y aura des questions dans la boîte de discussion, questions qui vous seront adressées sans plus tarder. Nous allons demander à Hans de continuer s'il s'est joint à nous. Merci, désolé pour les problèmes techniques et merci à l'équipe du Bukavu pour cette présentation intéressante. Je vais maintenant continuer avec l'approche structurée pour la présentation des enfants sévèrement malades. La plupart des cas surviennent dans l'est de la RDC et il est important de mettre l'accent sur le contexte qui provoque les systèmes de santé ont des difficultés face à la situation actuelle. Aussi, les organisations impliquées dans les réponses d'urgence doivent s'assurer que les centres de santé soient accompagnés lors des situations d'urgence et actuellement, lors de la crise et pendant les conflits, tout doit être fait pour mettre fin afin de ces conflits, afin d'accompagner les populations déplacées et aider les populations au nord Kivu et au sud Kivu. Pour la plupart des patients souffrant de la variole du singe, les symptômes non spécifiques tels que la fièvre et l'arthralgie commencent. Il pourrait y avoir une lymphadenopathies ou des lésions dont nous avons parlé lors des webinaires précédents. Les diagnostics sont la varicelle, euh, qui est un peu différent car avec la variole du singe, les lésions ressemblent un peu à la varicelle. Pour certains patients, la maladie peut devenir à un autre niveau et cela pourrait être affecté par les mucoses qui pourraient créer des lésions au niveau de la peau et tout cela peut affecter les voies respiratoires. Les patients peuvent souffrir des maux dynamiques à cause de la déshydratation ou des chocs septiques. Il faut prendre en compte les complications neurologiques. Il faut prendre en compte les co-infections telles que le paludisme, le déséquilibre des électrolytes, problèmes rénaux. Les parents guérissant de maladies sévères auront besoin d'un appui nutritionnel durant la phase critique et aussi lors de la phase de réhabilitation. Et comme vous le savez, les patients pourraient avoir des lésions graves, des maladies sévères
et tous ces patients ont besoin de réhabilitation et d'appui psychologique en plus de physiothérapie. Parlons d'un cas. Nous avons une enfant de 3 ans qui, dont la situation s'est détériorée. Elle a des lésions sur la peau et la mère l'a menée à l'hôpital. Euh, en termes de traitement, il faut s'assurer aux voies de référence et s'assurer que les populations aient accès aux centres de santé réguliers, mais les patients ayant des maladies contagieuses pourraient avoir accès aux centres de santé et ces centres de santé sont associés aux centres de santé existants et nous avons une approche décentralisée afin de garantir un bon accès des populations aux services de santé. Nos patients viennent dans une zone de treillis, les voies de respiration obstruées avec des sécrétions, elles respirent rapidement et avec des récessions subcostales. Elle montre des signes de choc, elle est pâle, mais ne montre aucun signe de déshydratation. Elle répond à la douleur. L'enfant a des lésions sur la peau et somebody, quelqu'un a fait un périmètre brachial à 116 millimètres. Donc, l'enfant souffre de malnutrition sévère. Donc, quelle est la catégorie de tri de cet enfant et quelle est la prise en charge d'urgence et que devons-nous prendre en compte dans une situation d'épidémie? Donc, il faut appliquer les précautions IPC et s'adapter à la situation de la variole du singe. Nous utilisons l'outil de triage de l'OMS avec 3 catégories et notre enfant est dans la catégorie rouge, la catégorie d'urgence, instabilité respiratoire et cardiovasculaire. Et pour tout enfant sévèrement malade, on dégage les voies respiratoires, on commence, on traite les complications neurologiques, on réévalue et enfin, un examen détaillé est fait. Et pour le faire, nous avons besoin d'équipements adéquats. Et toutes ces informations sont dans le guide de l'OMS. Et aussi, l'OMS recommande les standards minimums pour les équipes d'urgence médicale impliquées dans la gestion de ces cas. Donc, on dégage les voies respiratoires et on commence à attribuer l'oxygène. Les cibles SPO2 doivent être supérieures à 94%. Si cela n'est pas assez, on peut prendre en compte un appui respiratoire ou d'autres méthodes d'oxygène. Et cela est disponible dans les hôpitaux de district. On peut utiliser la ventilation mécanique si il est d'abord indiqué et si nous avons les ressources adéquates et une équipe clinique expérimentée. Je pense que ceci est utile pour la plupart des départements. Le Bubble CPAP est un appui respiratoire non invasif qui peut être appliqué, mais il faut les bons équipements et une formation adéquate de l'équipe. Il y a une autre option qui pourrait aussi correspondre.
Notre enfant s'améliore, sa santé s'améliore, mais dans sa circulation, on a des signes de choc. Le HB est faible. Le HB est faible et l'enfant répond seulement aux douleurs. Quelles sont les étapes suivantes? L'évaluation du choc selon l'OMS demande à ce qu'on vérifie le pouls de l'enfant et nous vérifions les gradients en termes de température. Donc, si tout cela est positif, on parle de choc. Il faut aussi vérifier si l'enfant souffre d'anémie. Évaluer si l'enfant souffre de déshydratation et si l'enfant est sévèrement malnutri. En, en termes d'urgence, cela n'est pas pratique. Donc, ce qu'on peut faire est de faire un examen péribrachial rapide. Quelles sont les causes de choc? Les patients peuvent souffrir de déshydratation, mais peuvent aussi souffrir de maladies secondaires liées aux lésions de la peau. Si rien n'est fait, la patiente pourrait faire d'autres maladies graves. Et il faut aussi prendre en compte la présence du palu. La myocardie est probable, mais rare. Donc, nous devons évaluer l'enfant afin de savoir s'il y a des sources d'infection, des conditions cutanées et s'il y a des signes de nécrose, il faut adapter notre traitement antibiotique dans ce cas. En général, pour traiter le choc, nous gérons les voies respiratoires et la respiration. Nous utilisons des intraveineuses et nous pouvons on donne 10 millilitres par kilo. Mais si l'enfant est en situation de choc et souffre d'anémie sévère, il faut adopter une autre approche. Et selon le l'OMS, il faut plutôt utiliser des fluides de maintenance. La déshydratation est présente chez les enfants souffrant de variole de singe. Il pourrait avoir la diarrhée, une déshydratation légère. Le patient perd des fluides à cause des lésions sur la peau. Il pourrait avoir une déshydratation modérée et dans certains cas, les situations salées de déshydratation fonctionnent. Mais si l'enfant souffre de déshydratation sévère, il faut alors ajouter des fluides. Et si nous avons suivi les guides de l'OMS pour les enfants malnutris, on peut utiliser le plan C. Mais attention, ce fluide doit être suivi afin d'éviter une overdose de flux. Donc, si l'enfant souffre de malnutrition, on utilise moins de fluide sur une longue période. Quel fluide utiliser? Nous utilisons les cristalloïdes isotoniques, pas les solutions hypertoniques. Et utiliser le, les micelles ne seront pas bénéfiques. Il n'y a aucune preuve montrant que la solution d'albumine a des conséquences positives. Donc, s'il faut faire une transfusion, nous respectons les directives de l'OMS, 15 à 20 millilitres de kilo chez les malnutris avec peu de volume. Il faut que l'équipe clinique décide quand faire la transfusion. Certains enfants peuvent tolérer un HB de 6, donc c'est à l'équipe clinique de décider. L'équipe clinique doit avoir accès à l'intra-osseous, c'est-à-dire qu'ils doivent être formés et que l'équipement nécessaire soit disponible. Nous devons
évaluer nos patients et nous devons éviter une surcharge de fluide. Les ultrasons peuvent aussi nous aider à gérer les fluides. S'il y a des chocs liés, s'il y a des chocs réfractaires de fluides, il faut utiliser des infusions de norépinéphrine. Mais attention, il faut avoir le bon équipement et il faut avoir des équipes formées. Si cela n'est pas le cas, nous devons éviter cette approche. Mais cela pourrait être une autre session dont on pourra discuter, au cours de laquelle on pourra discuter davantage. Certains enfants pourraient avoir des lésions de peau excessives et ils pourraient perdre énormément de fluide via les lésions. Donc, dans ces cas, nous avons besoin d'évaluer les surfaces affectées et ces enfants pourraient avoir besoin de fluide pendant une période plus longue. Mais attention, évitez une surcharge de fluide. Faites le suivi des fluides, des signes vitaux et utilisez vos fluides en prenant en compte tous ces facteurs. Donc, sa santé s'améliore et une transfusion sanguine a été faite et la circulation a été stabilisée. Toutefois, l'enfant a des niveaux de conscience réduite et son niveau de sucre est de 18 mg par décilitre. Et n'oubliez pas que dans les nouvelles directives, on nous utilise d'utiliser 3 millilitres par kilo de détro. Si il y a convulsion, nous utilisons notre algorithme d'épilepsie A et B pour vérifier le niveau de sucre et utiliser des médicaments à base de lorazépam. Nous réévaluons l'enfant, réévaluons les voies respiratoires, la circulation, son niveau de conscience. Nous réévaluons le taux de sucre et nous refaisons une analyse de la tête jusqu'aux pieds. Donc, c'est un enfant souffrant de variole de singe et il faut avoir la même approche qu'en cas de septicémie. Vérifiez toute source d'infection et voyez si des abcès qu'il faut prendre en charge. Dans des zones endémiques au palu, n'oubliez pas de traiter le palu et d'autres infections liées aux bactéries. Des, des thérapies spécifiques doivent être prises en compte en suivant les directives internationales. Et ces médicaments spécifiques doivent être donnés dans des conseils, dans des conditions d'essai cliniques. Il n'y a pas de preuve de plasma convalescent. En ce qui concerne les vaccins de l'immunoglobuline, euh, il n'y a pas d'informations précises. N'oublions pas de vérifier, de faire des tests de VIH, car cela pourrait affecter le taux de mortalité des patients, prenant en compte aussi d'autres comorbidités telles que le diabète, la drépanocytose. Les soins cutanés sont importants et l'équipe a décrit que les soins cutanés sont nécessaires, le traitement de la douleur est nécessaire et il faut réévaluer s'il y a un besoin de traitement sur le long terme. Les enfants doivent être vaccinés contre le tétanos
Les ophtalmologues doivent faire partie de cette équipe, même jouer un rôle consultatif et évaluer les yeux des enfants. Docteur Ham, vous avez 2 minutes. Merci. Le trifluoridine peut être utilisé dans ce contexte. La revue des ophtalmologues est aussi nécessaire. L'enfant est stabilisé, il faut utiliser des fluides. Il faut un tableau des fluides disponibles et il faut s'adapter au contexte clinique où les fluides, les solutions isotoniques et le glucose doivent être utilisés. Donc, une bonne gestion des fluides, une bonne définition des fluides d'entretien. Quelles sont les pertes de fluides additionnels qu'il faut aussi remplacer? Nous devons introduire euh, graduellement la nutrition et introduire des aliments et réduire progressivement les flux d'entretien. Donc, si l'enfant est stabilisé, on peut alors commencer la réhabilitation nutritionnelle. Merci. Ashidatou, vous avez la parole. Merci, Dr. Hans, euh, pour cette présentation qui parle de la gestion de la variole du sein chez les enfants pour nos participations. Pour les participations, cela nous montre ce qu'il faut faire en termes de prise en charge. Rien n'a changé. C'est la même chose qu'il faut faire et c'est ce que le docteur nous a montré. Les principes clés se sont dégagés des exposés. Le premier, c'est la déshydratation. Pour les nouveau-nés, l'allaitement maternel a été encouragé et on nous a parlé de l'utilisation des fluides, des antibiotiques également, et également la prise en charge des lésions cutanées. Alors, hmm, les complications ont été abordées et dans les sessions précédentes, nous avons discuté ou nous avons passé en revue la prise en charge en abordant toutes les questions. Maintenant, nous allons passer la parole au docteur Josaphat, qui va nous présenter l'exposé sur la prise en charge de la mpox chez les femmes enceintes et qui allaitent. Merci, docteur, vous avez la parole. Et merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole. On nous a demandé de parler sur la prise en charge des femmes enceintes et les femmes allaitantes. Alors, dès l'entrée des jeux, nous signalons que la RDC, c'est l'épicentre des mpox. Nous sommes autour de 15 221 cas confirmés, avec un taux de létalité d'environ 1,9%, donc 1504%. Alors, lorsque vous êtes devant une femme enceinte avec grossesse, avec un mpox, il faudra signaler que la grossesse, ce n'est pas une maladie, mais la grossesse, elle entraîne un peu l'immunodépression. Mais la maladie elle-même aussi, les mpox, entraîne l'état d'immunodépression. Sur ce, nous devons être regardants et nous devons rapprocher la surveillance
et tous les cas de mpox avec grossesse. Donc, dès l'entrée de jeu, lorsque vous avez une femme qui a une grossesse avec mpox, nous l'hospitalisons directement dans les centres, dans un hôpital général de référence ou un centre spécialisé. Dia suivant. Alors, devant un cas de mpox et grossesse, il faudra signaler ici que la majorité des femmes enceintes nous viennent avec les clades 1B, c'est-à-dire les lésions qui sont autour de la filière génitale. Alors, nous avons les lésions les plus simples aux plus compliquées. Nous pouvons avoir les macules, les papilles, les vésicules, les pistils, et ça peut même se transformer en coude, tout comme ça peut aussi tendre vers la cicatrisation. Mais aussi, nous avons des lésions un peu plus compliquées, les ulcérations, et des fois, il y a perte de substance au niveau de la partie génitale de la femme. Alors, nous signalons que l'impose commence d'abord par la fièvre, et après, après la fièvre, un jour, 2 jours plus tard, il y a apparition des adénopathies qui entraînent même les odinopathies, donc une dysphagie mixte. C'est alors qu'il faudra encore prendre faut faire très attention pour prendre ces genres de personnes en charge, parce que nous ne soignons pas seulement la maman, mais nous soignons aussi l'enfant qui est dans le ventre de maman. Donc, il y aura déjà installation d'une malnutrition lorsqu'il y a déjà dysphagie. Donc, il faudra déjà craindre une malnutrition qui peut s'installer sur le mpox. Dia suivant. Dia suivant, s'il vous plaît. Voilà. Les diagnostics différentiels, nous les faisons avec l'herpès simplex, la varicelle, les syphilis, mais aussi d'autres dermatoses qui peuvent survenir. Alors, il faudra faire très attention pour diagnostiquer. Le meilleur diagnostic, il est paraclinique. Alors, il faudra prélever les échantillons et envoyer à l'hospitalisation, envoyer au laboratoire pour la confirmation du mpox. Mais dès l'entrée des G, lorsque nous avons déjà un diagnostic de présomption ou le diagnostic clinique, nous mettons directement la dame sous traitement des cas de mpox, comme faisant un cas d'mpox forme grave. Pour nous, déjà, grossesse et mpox, c'est déjà une forme grave. Dia suivant. Dia suivant. Alors, comment examiner la dame enceinte, comme nous avons dit avec grossesse? Alors, il faudra d'abord réfléchir ou réaliser si la dame est au premier trimestre, au deuxième, au troisième trimestre, parce que chaque traitement en dépend. Donc, on traite les femmes enceintes au cas par cas. Donc, un traitement au troisième trimestre et le traitement au premier trimestre, ce n'est pas le même traitement. Alors, si c'est au niveau de si la dame nous est arrivée au troisième trimestre, il faudra réaliser les autres examens complémentaires comme le manœuvre de l'épaule et ainsi de suite. Mais il faudra signaler que la patiente ou la gestante doit bénéficier des échographies, des examens échographiques tous les 4 jours. Si cela ne nécessite pas une urgence, mais tous les 4 jours, il faudra intervenir, suivre l'évolution de l'enfant, puisque nous signalons ici que les virus traversent la membrane placentaire. Alors, il faudra toujours suivre l'enfant, puisque vous allez voir un peu plus loin que les virus, lorsqu'ils traversent, des fois, ils tuent la quasi-totalité de tous les enfants qui sont touchés des mpox. Alors, il y a des examens complémentaires qu'il fallait faire. Il fallait déjà, lorsque vous recevez une dame, même si elle a un ou deux boutons, il faudra l'examiner minutieusement et placer les spéculums pour voir à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres dames qui peuvent venir en hospitalisation qui n'ont que 2 boutons ou bien qui n'ont que quelques lésions au niveau des vulves, mais au niveau de son filière, de sa filière génitale, elle a des lésions carabineuses ou des lésions profondes qu'il faudra prendre en charge de façon sérieuse. Alors, dia suivant.
Alors, lorsque le malade, comme nous avons dit, il faudra déjà envisager les échographies régulières, l'examen échographique régulièrement. Il faudra prendre en charge les symptômes, donc la fièvre, les douleurs. Il faudra surveiller quotidiennement ou de façon rapprochée cette dent, mais en faisant les examens supplémentaires ou en consultant la dame tous les jours de la tête aux pieds, c'est-à-dire les examens cliniques, c'est-à-dire il faudra ausculter chaque jour cette dame, il faudra faire l'examen de l'abdomen et les prestataires de soins doivent d'abord se protéger. Il faut qu'ils soient déjà et qu'ils puissent avoir ces épis pour la protection, puisque la maladie, c'est une maladie très contagieuse. Alors, il faudra premièrement, lorsque vous arrivez, vous pensez à un cas d'importance, il faudra premièrement isoler le patient, la patiente ou la gestante, l'isoler dans un hôpital général de référence. Il faudra prendre les informations sur l'évolution du fœtus, s'il est viable ou pas, parce que la suite en dépend. Il faudra aussi s'atteler sur toutes les complications qui peuvent survenir sur cet enfant-là. Est-ce qu'il y a splénomégalie, hépatomégalie, est-ce qu'il y a déjà les anasares, est-ce qu'il y a retard de croissance intra-utérin? Alors, tout ça, il faudra y penser. Alors, par rapport à la prise en charge symptomatique, je crois que mes prédécesseurs en ont déjà parlé. Il faudra déjà installer une prise en charge symptomatique. Et une fois que l'enfant, les dias suivants, s'il vous plaît. Alors, une fois que l'enfant sort, il faudra aussi envisager un certain traitement pour l'enfant, mais on n'est pas encore là-bas. Alors, si vous pensez que les Mpox entraînent déjà une menace de fausse couche, il faudra reposer les malades et il faudra instruire la position des Trendelenburg, utiliser les garnitures stériles, mais aussi il faudra y aller avec les antispasmodiques. Si cela ne répond toujours pas, on peut aussi recourir aux anti-hormonales et les anti-inflammatoires, mais pas les diclofénac comme on a écrit, c'est une erreur, mais il faudra peut-être y penser, y aller avec l'indométacine, mais à court durée, peut-être environ 1 ou 2 jours pour casser les contractions. Alors, si l'accouchement, l'avortement est inéluctable ou incomplet, alors il faudra bien assurer l'évacuation de cet enfant-là de façon clinique. Alors, il faudra envisager de donner un hétérotonique. Il faudra penser à donner un anxiolytique, mais aussi préparer les patients pour éviter les autres réactions pré-abortive. Alors, si c'est une grossesse extra-utérine, parce qu'il y a d'autres documentations qui nous signalent que si une dame faisant les Mpox, là, il y a quelques documentations qui disent que les dames faisant un Mpox peuvent aussi faire une grossesse extra-utérine avant, disons, pendant qu'elle a les Mpox, si elle contacte la grossesse, quelques-unes ont déjà fait les grossesses extra-utérines. Est-ce que la question, c'est celle de savoir, est-ce que c'est le Mpox qui a entraîné la grossesse extra-utérine de par les lésions qui sont profondes ou c'est peut-être un coup de hasard? Alors, je crois que tous les grands scientifiques que vous êtes, nous pouvons toujours y aller pour rechercher effectivement si ces grossesses extra-utérines qui sont souvent incriminées sont dû au Mpox ou c'est peut-être le fruit des hasards. Alors, si nous constatons une grossesse extra-utérine, alors pensez à une celluloscopie pour dégager cette grossesse extra-utérine. Alors, si c'est une menace d'accouchement prématuré, alors il faudra tocoliser votre patient et tocoliser votre patient. Il faudra aller avec les anti-inflammatoires, comme nous avons l'indométacine, mais les salbutamol aussi, si les antispasmodiques et autres ne répondent pas. Mais avant de placer les salbutamol, il faudra s'assurer que votre patient ou votre gestante n'a pas un problème
cardiaque. Alors, s'il y a un problème, nous conseillerons aussi avant de mettre votre patient sous salbutamol et qu'il puisse d'abord passer sous ECG. Et si l'ECG le permet, alors on peut placer votre salbutamol pour essayer un peu. Mais il y a aussi d'autres thrombolyses majeures que nous pouvons utiliser. Mais si déjà la grossesse est en dessous, elle est viable, mais elle est en dessous des 34 semaines, il faudra penser à maturer les poumons. Une maturation pulmonaire doit être envisagée parce que avec les mpox, l'évolution n'est toujours pas juste. Donc, vous pouvez être surpris à tout moment que cette menace puisse se transformer en une menace incontrôlable. Alors, il faudra penser maturer avec les dexaméthasones ou bien avec les bêta-méthasones, ça dépend de ce que vous saurez. Et avec le dexaméthasone, il faudra y aller avec deux fois 3 ampoules de 4 mg. Donc, il faudra répéter à 24 heures plus tard. Alors, si la grossesse est déjà à terme et que le malade, votre patient est atteint de mpox, il faudra directement envisager l'accouchement. Mais avant de réaliser l'accouchement, il faudra faire les examens génitals. Si les lésions sont profondes, alors envisager ou désordonnées, il faudra envisager une césarienne pour sauver l'enfant et la maman. Mais si cela le permet, qu'il n'y a pas assez de lésions au niveau de la filière génitale, envisager un accouchement par la voie basse. Dia suivant. Dia suivant, s'il vous plaît. Dia suivant, Dia. Alors, je crois que ça, nous avons déjà parlé de tout ça. Les dia suivants. Alors, ça, il faudrait évaluer l'enfant, la maman cliniquement, et puis envisager si vous avez l'enfant, si vous arrivez à faire accoucher votre gestante, alors cet enfant doit être suivi pendant 21 jours. Mais nous signalons aussi que les dames qui sortent c'est ceux qui sont guéris avant même l'accouchement, ils doivent passer à l'hôpital pour les suivis des 21 jours parce que nous pensons que l'enfant l'enfant qui est dans le ventre, donc notre fœtus, c'est un contact direct de sa maman. Alors, au-delà des 22 jours, nous pourrons alors décharger ces petits fœtus qui est dans le ventre. OK, le dia suivant. Dia suivant. OK, je crois que nous en avons déjà parlé. Dia suivant. Voilà, OK, nous avons dit déjà que si les lésions sont sévères, il faut penser à la césarienne. Complications, penser directement à la césarienne. Il faudra éviter les contacts des sécrétions au nouveau-né. Alors, mais si cela le permet, il faut faire sortir l'enfant et nous souhaitons que lorsque l'enfant sortira par la voie basse, il faudra qu'elle soit bien lavé, mais nous souhaitons qu'il faudra sévrer directement cet enfant parce qu'il y a quelques littératures qui nous disent que les mpox passent aussi au niveau des laits maternels. Alors, soit vous pasteurisez les laits de la maman, ça c'est aussi un débat, et soit vous utilisez les laits artificiels. Mais si cela n'est pas possible, alors vous allez mettre votre enfant sous lait maternel, mais nous souhaitons pasteuriser ces laits-là. Les dia suivant. Alors, ça, c'est quelques lésions au niveau de la partie des génitales et puis comment en prendre en charge. Comme nous n'avons pas assez de temps, on peut toujours passer. Dia suivant. Dia suivant. OK, ça c'est la prise en charge des cas bénins avec les mpox avec grossesse. Dia suivant. OK, ça c'est l'échographie pendant les mpox où nous avons environ 50% des retards de croissance intra-utérine. Dia suivant. Alors, en postpartum, comme nous avons dit, il faudra
éviter le contact direct avec la maman. Il faudra surveiller l'enfant pendant 21 jours. Il faudra éviter les laits maternels si possible, envisager les laits artificiels ou bien pasteuriser les laits naturels de la maman, parce que c'est important aussi. Les dias suivants, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une représentation de la stratification des... nous avons à suivre 18 malades, 18 gestantes avec mpox ici à Kinshasa. Alors, nous avons voulu vous présenter l'évolution de ces cas de mpox que nous avons eu à suivre pendant une certaine période. Il y a des celles qui sont déjà sorties, mais il y a des celles aussi qui sont encore en hospitalisation. Donc, parmi les 18 patientes ou gestantes, nous avons 15 qui sont déjà sorties. Parmi les 18, nous signalons qu'il y avait, nous avons un cas, nous avons stadifié quelques cas légers, cas modérés, mais la majorité, soit 72% des cas sont des cas sévères. Donc, est-ce que c'est par rapport à la grossesse ou c'est juste, ce sont des questionnements que nous sommes en train de poser, puisque la grossesse diminue un temps, ça peut les anticorps, mais aussi le partage avec l'enfant, quelques anticorps que la maman a. Le dia suivant. Alors, ça, c'est l'évolution de la gestante à l'hôpital. Nous avons constaté que pendant l'hospitalisation de nos gestantes, les 14 patients ou gestantes qui étaient suivis parmi nous, il y a une qui a fait une prématurité, une qui a fait un myo, donc mort intra-utérin. Il y a 2 qui nous sont... OK, je vais rapidement. 2 qui nous sont revenus positifs. Donc, après avoir sorti, la dame nous est revenue avec elle est allée mettre au monde quelque part. Et puis, elle nous est revenue avec les 2 cas positifs. Alors, 36% des cas que nous avons suivis pendant notre période ont fait un retard en disons, ce sont des cas de faible poids de naissance, donc 36% des cas. Alors, nous signalons que 2 ont été récontaminés, comme nous avons dit. Donc, après quelques jours, ils nous sont revenus. Et les dias suivants, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est l'issue de la femme enceinte dans notre milieu hospitalier. Alors, la majorité de nos cas, il y a quelques-uns qui sont revenus, les enfants qui sont nés, qui sont sortis négatifs, mais la plus grande partie était sortie positive. Mais les restes qui sont partis jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Et puis, nous ne savons pas suivre ces cas-là. C'est vraiment dommage. Pour nous, c'est un défi de suivre ces gestantes et leurs nouveau-nés qui ont un retard de croissance. Nous devons normalement les suivre pendant une certaine période, mais malheureusement, on ne sait pas les suivre pour des raisons complexes. Mais pour couper court, pour être bref, c'est-à-dire lorsque vous avez un cas de mpox, vous faites votre orientation, vous le mettez également sur traitement et puis vous orientez les patients à l'hôpital général des références. Il ne peut pas être suivi dans un système normal. Je dis et je vous remercie. Allô? Allô? Ah, je vous supplie, hein? Apparemment, j'ai perdu le son, je sais pas.
Merci à Judith. Je voudrais remercier le docteur Josaphat pour son exposé qui nous a mis dans la perspective de la prise en charge des femmes enceintes ainsi que des femmes allaitantes. C'est important pour nous de comprendre que dans ce contexte, nous ne prenons pas en charge seulement la maman, mais également le nouveau-né, dont les interventions doivent être très, très bien menées. L'accent doit être mis sur le diagnostic afin que l'enfant ne soit pas infecté. Toutefois, nous devons faire le dépistage et certaines mesures doivent être prises. Et lorsque le bébé naît, les nouveau-nés doivent également être suivis. Étant donné que nous sommes soucieux de respecter le temps, je vais donner la parole au docteur Judith pour la session questions-réponses. Et nous allons consacrer environ 10 minutes à cela. Et après, nous allons terminer. Merci. Je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs exposés. Nous avons un ensemble de questions dans la boîte à discussion. Certaines déjà ont trouvé des réponses. Je vais poser juste des questions au docteur Carmel et également au docteur Sikoti. Ensuite, nous allons clore. Je suis conscient que le docteur Hans nous a quittés et les questions qui n'ont pas trouvé de réponse trouveront des réponses par email. Donc, docteur Carmel, nous avons l'utilisation des antibiotiques lorsque un nouveau-né est diagnostiqué positif à la varicelle du singe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez parlé de l'utilisation du ciprofloxacin dans le cadre de votre traitement. Alors, la question est celle de savoir comment gère-t-on les antibiotiques? Est-ce que vous administrez les antibiotiques, peut-être si l'enfant a des défauts d'immunité? Vous pouvez y répondre. Il y a également une question sur le risque de destruction des organes. Partagez un peu votre expérience par rapport à la malnutrition. Et quelle est la cause de l'anémie? Je pense qu'on va examiner cette question plusieurs fois. N'oubliez pas que parfois chez les enfants, il y a l'anémie et certains patients décèdent de suite d'anémie. Docteur Carmel, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions avant que je ne passe la parole au docteur Sikoti? Oui, merci beaucoup, docteur Judith, pour ces deux questions. J'aimerais quand même revenir sur la deuxième que je n'ai pas bien comprise, si vous pouvez la répéter. Après, bien sûr, c'est que je répondais à la première. En fait, pour le traitement, nous avons choisi de mettre l'enfant sous ciprofloxacin parce qu'on avait une histoire des traitements sous ampicilline, cifotaxime déjà à l'admission dans un centre de traitement de la place. À l'admission, quand on a vu l'enfant avec les symptômes qu'il présentait, surtout la fièvre, c'est sûr que dans le premier choix, on aurait pu commencer avec un augmentant, amoxicilline et acide clavulanique en association. Mais avec les risques de surinfection que présentait l'enfant, parce on a pu, j'ai oublié de présenter la photo d'admission où il y avait plus de sueur sur sa peau, il y avait plus de sueur sur sa peau qui ne nous ont pas permis de commencer avec un traitement classique. Et comme malheureusement, on n'avait pas aussi la possibilité de faire une culture pour exclure les germes et et prendre l'antibiotique de choix, on a pu, par rapport à la culture, bien sûr, on a tenté ces traitements avec ciprofloxacin, initialement avec cet enfant de l'admission. En fait, c'est pas une recommandation en première ligne, en première intention, mais c'est avec l'évolution et l'évaluation du nouveau-né qui nous a poussé à choisir ciprofloxacin et à laisser d'autres molécules. Mais pour les autres cas qui ont suivi et qui n'avaient pas de particularité, on a plus utilisé les antibiotiques classiques de première intention pour suspicion d'infection, des surinfections bactériennes. Donc, ça n'a pas c'était pas vraiment c'était plutôt un traitement probabiliste par rapport à l'état du malade.
Je n'ai pas bien compris la deuxième question, sinon si vous pouvez revenir sur ça. Oui, docteur Carmel, brièvement. La question portait sur la malnutrition et la manière dont nous pouvons la prendre en charge et le risque de destruction des organes en raison du statut nutritionnel. Quel niveau de malnutrition voyez-vous au Sud Kivu et quels sont les besoins fondamentaux pour la prise en charge des patients de la mpox souffrant de la malnutrition? Ouais, merci beaucoup. En fait, pour le traitement de la malnutrition, on a rien changé en fait jusqu'à présent. On n'a rien changé. Dès qu'on suspecte, le triage il le fait à l'admission de telle manière que le malade il vient au centre de traitement Mpox. S'il y a suspicion, dès qu'il arrive plus tôt, on fait automatiquement aussi le triage de la malnutrition. On prend le paramètre anthropométrique de manière systématique pour exclure la malnutrition et on projette sur le Z-score poids taille idéalement. Et dès qu'il y a suspicion ou dès qu'il y a de confirmation d'un état de malnutrition ou une malnutrition aiguë sévère avec le Z-score inférieur ou égal à -3 ou encore une malnutrition aiguë modérée, le protocole de prise en charge de la malnutrition du PCIMA, programme plutôt prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë, est déclenché automatiquement. Il n'y a rien de particulier jusqu'à présent qui a été évoqué pour la prise en charge de la malnutrition chez un malade Mpox. Il y a juste associé à son traitement du Mpox, associé à un traitement nutritionnel. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Sikoti. Vous avez la parole. Peut-être vous allez aller un peu plus vite. La question par rapport à la césarienne, vous avez déjà répondu. Et l'autre question est celle de savoir qu'est-ce qui peut entraîner le recours à la césarienne? Vous avez également dit que on peut utiliser la césarienne lorsqu'il y a des éruptions cutanées au niveau génital. Maintenant, comment gérez-vous la vaccination de routine pour les femmes lorsqu'elles viennent souffrant de la variole du singe? Comment gérez-vous cela? Et quelles orientations donnerez-vous sur les programmes de vaccination des nouveau-nés lorsque le bébé est né d'une femme souffrant de la variole du singe? Est-ce que vous allez interrompre la vaccination ou bien vous allez recommander? Vous avez également indiqué que la variole du singe peut être transmise à travers l'allaitement maternel. Et ces informations nous proviennent de plus en plus de la RDC. Est-ce qu'il y a une documentation par rapport à cela? Est-ce qu'il y a un protocole pour prévenir la transmission de la variole du singe de la mère à l'enfant? Peut-être que vous pouvez bien répondre à ces questions en donnant la parole au docteur Achidato. Docteur Sikoti, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur, pour ces deux questions. Alors, certainement pas. Il ne faudra pas arrêter la vaccination. Donc, que ce soit la dame, la gestante, que ce soit l'enfant, il faudra respecter la vaccination. Il faudra respecter les calendriers vaccinaux. On ne peut pas arrêter. Si vous arrêtez, c'est-à-dire vous condamnez l'enfant. Et par rapport à votre question en rapport avec la transmission materno-fétale. Et nous vous signalons, il y a déjà, bon, il y avait une équipe, l'équipe CDC Atlanta et notre directeur, le directeur Shongo, ont publié à Katakokombe ils avaient examiné au niveau des laits maternels la présence des virus. Alors, nous pensons que lorsque vous mettez ces enfants sous les maternelles directes, ces enfants-là seront premièrement en contact avec la maman par rapport mais aussi les virus qui peuvent traverser la barrière, disons, les laits maternels. C'est comme ça que la majorité de nos malades qui sortent de l'hôpital, qui nous reviennent quelques jours plus tard avec les enfants souffrant de Mpox. C'est comme ça que nous nous sommes dit, est-ce que comme nous prenons toujours le lait maternel, est-ce qu'il ne faudra pas passer par la pasteurisation, c'est-à-dire on chauffe le lait maternel à 55 degrés Celsius pour donner le lait maternel de la maman et faisant les Mpox, on extrait ces laits-là, on les chauffe à 55 degrés Celsius et puis on donne à l'enfant pour éviter
la contamination de l'enfant. Voilà. Merci infiniment, docteur Sikoti. Et nous attendons Merci. plus de publications de la RDC parce que le pays est l'un des foyers Merci beaucoup. de la varole du singe et également des recherches scientifiques sont menées par les équipes de la RDC. Donc, nous attendons plus de publications de votre part. Je vois plusieurs autres Merci beaucoup. questions, mais pour des raisons de temps, ce webinaire est enregistré et toutes les questions sont également transmises aux différents intervenants et vont vous envoyer des réponses. Une fois encore, merci infiniment. Je remercie tous les orateurs et je redonne la parole à Rachida Tout pour la clôture. Merci infiniment, Judith. Merci infiniment à tous et à toutes. Malheureusement, nous n'avons pas pu mener des discussions approfondies à cause du temps imparti. Merci de votre participation et de l'intérêt dont vous avez fait preuve. À présent, je vais donner la parole au docteur Luric pour le mot de fin. À vous, docteur Luric. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous Oui, entendons audiblement. Permettez-moi de saisir cette occasion, mesdames et messieurs, pour dire toute mon admiration pour les différents intervenants et les informations qui ont été communiquées à travers ce webinaire. Permettez-moi de remercier particulièrement les organisateurs, les orateurs et plus important encore, tous les participants, surtout ceux de nos États membres. Félicitations. Au moment où nous tirons le rideau sur cet important webinaire, sur la prise en charge des cas de Mpox, en particulier le Mpox chez les populations particulières, notamment les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Je voudrais vous rappeler que ce webinaire est conjointement organisé par le CDC Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, et sans oublier la participation remarquable des États membres, des universitaires et des experts scientifiques. Permettez-moi également de saluer la collaboration entre les parties prenantes qui s'inscrit dans le droit fil de ce que le CDC Afrique appelle le nouvel ordre sanitaire pour notre continent. Ce nouvel ordre appelle le continent africain à renforcer son agenda pour la sécurité sanitaire. En d'autres termes, et en bref, nous ne pouvons pas dépendre de la bonne volonté des autres continents pour assurer notre santé, car c'est une question importante et déterminante pour notre vie. Parce que pour que certains parmi vous puissent répondre à la COVID-19, vous devez garder à l'esprit les leçons tirées de cette pandémie où le continent africain a été délibérément laissé à la traîne. Mais l'Afrique est entrée dans l'histoire parce que non seulement elle a pu résister à la COVID-19, mais elle l'a fait avec maestria. Et vous savez quoi? Simplement parce que le continent africain a décidé de travailler main dans la main avec toutes ces populations et toutes ces forces vives. Et nous faisons pareil dans le cadre de la lutte contre la varole du singe. Mesdames et messieurs, à travers un effort concerté, l'Afrique a été à mesure d'enregistrer le plus faible taux de mort, le plus faible nombre de morts des suites de COVID-19 comparé aux autres continents. Parce qu'en tant que continent, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas une option, mais c'est une obligation pour nous de travailler ensemble. Et à travers nos efforts concertés, nous avons pu contenir l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. Mais également, par rapport aux leçons que nous avons apprises de la COVID, nous avons appliqué ces leçons dans la lutte contre la varole du singe à l'échelle continentale. Et pour que l'Afrique passe
à une étape supérieure. Nous devons tirer parti de nos réussites, de nos succès. Et l'Afrique a mis en place une équipe conjointe de gestion des incidents avec les représentants de l'OMS, avec les représentants du CDC Afrique. Et cette équipe a été déployée en RDC avec l'appui du CDC Afrique, avec l'appui de l'OMS Afrique et d'autres partenaires. Et il s'agit là d'une preuve patente de notre engagement à bâtir ou à nous acquitter de notre agenda de préservation de la sécurité. Et nous avons également appris de la pandémie de la COVID-19 qu'il est important d'établir l'équité, l'inclusivité et avoir des interventions ciblées en situation d'urgence de santé publique. D'où la pertinence de ce webinaire. Nous ne devons laisser personne à la traîne. Nous devons avancer ensemble. C'est pour cela que nous avons organisé ce webinaire et nous l'avons consacré à des groupes spécifiques. Pendant que nous continuons de réfléchir sur l'impact dévastateur de la varole du singe, il demeure clair que l'Afrique est confrontée à des difficultés majeures. À l'avenir, le continent africain ne pourra plus jamais attendre un autre appel. Chers collègues, le temps d'agir, c'est maintenant. Et nous devons agir ensemble et nous devons investir dans notre agenda de sécurité sanitaire. Nous devons injecter de l'argent dans la préparation. Et ce faisant, nous allons renforcer nos systèmes de santé. Nous allons protéger les populations les plus vulnérables dans nos sociétés. Et plus important encore, nous pourrons avoir une Afrique en bonne santé, plus résiliente, une Afrique pour tous. Appliquons ces leçons pour ne laisser personne à la traîne, en particulier les populations les plus vulnérables qui ont besoin ou qui nécessitent une attention particulière à travers laquelle nous pouvons tordre le cou aux épidémies. Et comme l'avons dit dans le présent webinaire, continuons de travailler main dans la main pour protéger la santé et le bien-être de tous nos citoyens et des membres des groupes vulnérables. Enfin, je voudrais vous laisser ces paroles de sagesse. Et c'est une citation de Mother Teresa. Personne, y compris nous-mêmes, personne, y compris moi, ne peut faire de grandes choses, mais ensemble, nous pouvons faire des choses avec différence. Face aux multiples flambeaux que nous sommes confrontés aux défis sanitaires, nous avons deux choix. Le premier choix, avancer seul. Deuxième choix, travailler ensemble, se protégeant mutuellement. Mais pour moi, je recommande que nous puissions utiliser la collaboration. Choisissons l'espoir, choisissons une Afrique en santé et plus résiliente où il fera bon vivre. Alors, une fois encore, je vous remercie tous pour votre engagement et pour votre dévouement. Merci d'avoir trouvé du temps pour participer à ce webinaire. Je vous souhaite toutes les bénédictions possibles. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci infiniment pour ces paroles émouvantes. Nous devons avancer effectivement ensemble pour mener une riposte au niveau continental. Merci infiniment, docteur. C'est le lieu pour moi de remercier tous les participants et je voudrais également remercier tous nos interprètes. Félicitations à l'équipe d'ECHO. Vous avez géré ce webinaire de façon exceptionnelle. Et à nous tous, équipe de l'OMS Afro et du CDC Afrique, félicitations. Nous allons vous envoyer le lien de ces séminaires. Nous allons vous envoyer les enregistrements dans les plus brefs délais. Une fois encore, merci de votre participation. Continuons le travail excellent que nous faisons dans nos différentes cliniques ou dans toutes les officines où nous travaillons. Au revoir.